Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du journal télévisé de la Voix de la Russie. Ce rendez-vous hebdomadaire en français vous présentera les actualités russes, françaises et internationales sous l'angle de la réinformation. Contrairement à une vision tronquée et manichéenne de l'information délivrée par le mainstream médiatique français, nous nous efforcerons de vous faire percevoir que la vérité n'est jamais tout entière du même côté. Au sommaire de cette édition, BHL, histoire d'un vampire des Carpètes qui aimerait bien que le sang coule en Syrie. Hommage à Élie Denoy de Saint-Marc qui nous a quittés ce mois d'août. Mariage pour tous, le maire de Bolène entre en résistance. Syrie, monsieur Bricolage veut partir tout seul avec sa petite frégate et risque de revenir sans. Russie, les hydrocarbures sont la nouvelle arme de dissuasion et un nouvel outil de diplomatie. Salon aéronautique russe MAX 2013 rivalise sans rougir avec Le Bourget et Fanborot. Journée du drapeau, ne soyez pas jaloux, c'est en Russie. Et enfin, l'émission à bâton rompu reçoit Jacques von Polier de la célèbre marque de montres Raketa. Serait-ce la tribune de trop pour BHL? Dans l'édition du Point de ce jeudi 29 août, Bernard-Henri Lévy se livre à une violente diatribe contre la Fédération de Russie et son président Vladimir Poutine. Pour lui, aucun doute, au diable les inspecteurs de l'ONU. C'est Bachar al-Assad qui a gazé son peuple. Ne pas le dire, c'est, je cite, écoutez bien, être un carteron de rouge-brun qui ne rate aucune occasion d'exercer leur révisionnisme maniaque. Fin de citation. Il faut le savoir, si vous n'êtes pas de l'avis de BHL, vous êtes un nazi. C'est une première constante chez BHL. Comme ça sent le gaz en Syrie, il faut que l'ONU intervienne, c'est incontournable. Je cite à nouveau, pas de question non plus sur la nécessité d'une riposte, la morale l'exige. La cause de la paix le demande, mais le pragmatisme, l'esprit de sérieux, la réelle politique la plus élémentaire le prescrivent tout autant. Fin de citation. Notez que lui se garde bien d'y aller, car il n'a jamais mis sa peau au bout de ses idées malsaines. C'est une deuxième constante chez BHL. Et si l'ONU est bloquée, je cite encore, par des États voyous et de fait par leurs parrains russes, fin de citation, il faut passer outre le droit international et faire comme en Serbie en 1999. Tant pis pour les populations civiles bombardées, les terres polluées par l'uranium enrichi des munitions de l'OTAN et les infrastructures civiles rasées. Si la nef de la gloire de BHL doit flotter sur les océans de sang, qu'à cela ne tienne. Serbes, Kosovars, Géorgiens, Ossètes, Palestiniens, Libyens ont déjà payé leur tribut à BHL, c'est au tour des Syriens. C'est une troisième constante chez BHL. Dans son texte, mal écrit comme à l'accoutumée, il dit que la Russie est, je cite, un grand pays gouverné par des matamores revanchards dopés au ressentiment. Et le philosophe péripatéticien de s'interroger, et si Vladimir Poutine n'était qu'un tigre de papier, un Popeye bodybuildé, un maître chanteur sans biscuit qui ne prendra pas le risque de mettre en péril ces Jeux Olympiques de Sotchi. Fin de citation. On peut tapisser la Syrie de bombes car la Russie n'interviendra pas. BHL le sait, je cite toujours, il a pris conscience en discutant cet été avec un responsable russe dont il doit respecter l'anonymat. Il faut croire BHL sur parole, c'est une quatrième constante chez BHL. Et c'est là qu'il faut faire le portrait de BHL, puisqu'il nous demande de le croire sur parole. Quel est donc cet homme qui a ses audiences dans la plupart des rédactions françaises dans lesquelles il est soit actionnaire, soit ami avec les propriétaires? Bernard-Henri Lévy dit BHL est un agent d'influence millionnaire et un menteur pathologique. Millionnaire, il l'est grâce à la société de commerce de bois précieux héritée de son père, la Bécob. Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon sont des proies faciles. Si plusieurs enquêtes de journalistes français ont été bloquées et jetées à la corbeille, une association humanitaire anglaise a dénoncé les méthodes quasi-esclavagistes qui règnent dans ces exploitations. Salaires en retard, équipements sanitaires déplorables et un ruisseau pollué pour s'alimenter en eau. Chargé de la communication interne, puis vice-président du conseil de surveillance et même dirigeant pendant 2 ans, Bernard-Henri s'est sérieusement impliqué dans la boutique familiale. Boutique qu'il a revendue au groupe Pinault pour plusieurs centaines de millions d'euros. Pas obligé d'avoir du talent ou de travailler pour bien vivre, BHL peut utiliser tout son temps à se mettre en valeur. Comme écrivain ou philosophe, BHL est la risée de ses pairs.
Les livres qui démontent son mythe sont légion. Les élucubrations de Bernard-Henri Lévy lui ont valu les réprimandes et les sarcasmes d'intellectuels aussi divers que Raymond Aron, Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu, Pascal Boniface, Michel Onfray ou encore Pierre Vidal-Naquet qui a dit de lui, je cite, « Qu'il s'agisse d'histoire biblique, d'histoire grecque ou d'histoire contemporaine, BHL affiche dans tous les domaines la même consternante ignorance et la même outrecuidance. » Fin de citation. La palme revenant sans doute à Alain Soral qui l'a réduit à néant dans l'une de ses vidéos désormais cultes. BHL serait sans importance s'il n'était porté au nu par des médias aux ordres et complaisants. Ses livres et ses films sont des flops retentissants que le public raille quand il ne le boude pas. Tout n'est qu'apparence, fatuité, et pour cause, le seul idéal de BHL, c'est lui-même. Falsificateur, affabulateur, menteur, lâche, narcissique, il devient dangereux quand il se prend pour un journaliste ou un diplomate. Nous ne remonterons pas à la Bosnie ou à la Serbie où il a déjà sévi, même si son influence était encore restreinte. En 2005, en Géorgie, alors que la Russie a mis fin au massacre des civils en Ossétie du Sud et stabilisé la ligne de front, BHL s'installe au Marriott, un 5 étoiles à Tbilissi, et témoignera de la férocité des Russes qui ont brûlé Gori avec des centaines de chars. Pourtant, il n'a rien vu, n'est jamais allé sur le front et ses propos sont démentis par les journalistes et les élus européens présents sur place. Mais ce n'est pas grave, l'oracle a parlé. 2 jours et demi en palace et il repart comme il est venu, en jet privé. Il paraît qu'il ne pouvait pas rester plus longtemps sur place, il avait une soirée à Nice le samedi soir. Mais c'est en 2010 qu'il parvient enfin à avoir sa guerre, déclarée par lui tout seul, la Libye. Dans un numéro incroyable où toute la diplomatie française est squeezée par quelqu'un qui n'a aucun mandat du peuple, pas même une écharpe de maire adjoint d'un bourg de la Corrèze, BHL fait bombarder un État souverain, livrant la population libyenne aux milices islamiques et à l'anarchie. La France, qui n'a pas les moyens de payer ses fonctionnaires, de nourrir ses retraités et d'équiper ses hôpitaux, lance 2 milliards d'euros sur les Libyens sous forme de bombes, missiles et roquettes. Quand les combats cessent, BHL est là et pose en guerrier au milieu de soldats d'opérette, aux treillis bien repassés, aux fusils d'assaut équipés pour le tir à blanc avec un seul chargeur. 2 ans après, alors que les massacres continuent, BHL n'a jamais eu le moindre mot de compassion pour les civils que son délire a plongé dans le sang, le meurtre et les exécutions confessionnelles. Pire, il veut récidiver en Syrie. Toutes les abominations commises par ses amis, les pseudo-rebelles, du viol de gamines de moins de 13 ans à l'éventration des femmes chrétiennes, en passant par les décapitations des soldats capturés vivants ou des scènes de cannibalisme, rien n'a pu altérer la splendide suffisance de ce fou dangereux qu'il faudrait écouter comme un nouveau messie. Son cas est pathologique. Il tient plus de la psychiatrie que de la diplomatie, du journalisme ou même de la philosophie. C'est cet homme-là qui veut entraîner le monde dans une guerre en Syrie, dont nul ne peut dire quelles seront les conséquences vu les puissances régionales et internationales impliquées. Bernard-Henri Lévy vend sa folie comme d'autres vendent leur corps. On dit qu'en Irlande, la folie, ça se danse. En France, visiblement, ça se prostitue. Mais en Russie, ça se soigne. Et c'est sans doute ce qui fait tant peur à BHL. Le commandant Élie Denoy de Saint-Marc s'est éteint le lundi 26 août 2013. Avec lui, c'est une figure emblématique qui disparaît. Malgré une vie mouvementée, résistant à 16 ans, puis déporté, guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, putsch des généraux, prison, Élie Denoy de Saint-Marc était en paix avec lui-même. Il a mené une vie en accord avec son éthique, sans jamais démordre des principes qu'il avait fait siens. Dans un monde où tout vaut tout, il a eu la force de rester en dehors des trahisons et des coups bas. Élie Denoy de Saint-Marc a traversé la deuxième moitié du XXe siècle, tel un aristocrate. Dans les Sentinelles du soir, il déclarait vouloir, je cite, « simplement essayer d'être un homme ». Cette sérénité, cette droiture se retrouvent dans ses écrits. C'est pourquoi nous avons choisi de vous lire un texte qui a pour titre « Que dire à un jeune de 20 ans ». Il est extrait du livre Toute une vie, paru en 2004. Il a pour but de donner des conseils et des préceptes de vie aux jeunes adultes qui souhaitent réussir leur vie autrement qu'en gagnant de l'argent. Mais on y trouve aussi une critique des déviances de notre temps. À travers ce texte, c'est une part de l'âme et de l'esprit européen qui transparaît. C'est un code de conduite valable de Moscou à Brest, d'Athènes à Oslo. C'est un homme riche de son expérience personnelle et de sa vie qui écrit. Il lègue un trésor, les secrets du comportement, de la tenue et du style qui doivent être ceux de l'homme européen, ceux d'un homme libre. Que dire à un jeune de 20 ans? Quand on a connu tout et le contraire de tout, quand on a beaucoup vécu et qu'on est au soir de sa vie,
on est tenté de ne rien lui dire, sachant qu'à chaque génération suffit sa peine, sachant aussi que la recherche, le doute, les remises en cause font partie de la noblesse de l'existence. Pourtant, je ne veux pas me dérober, et à ce jeune interlocuteur, je répondrai ceci en me souvenant de ce qu'écrivait un auteur contemporain. Il ne faut pas s'installer dans sa vérité et vouloir l'asséner comme une certitude, mais savoir l'offrir en tremblant comme un mystère. À mon jeune interlocuteur, je dirais donc que nous vivons une période difficile, où les bases de ce qu'on appelait la morale, et qu'on appelle aujourd'hui l'éthique, sont remises constamment en cause, en particulier dans les domaines du don de la vie, de la manipulation de la vie, de l'interruption de la vie. Dans ces domaines, de terribles questions nous attendent dans les décennies à venir. Oui, nous vivons une période difficile, où l'individualisme systématique, le profit à n'importe quel prix, le matérialisme l'emporte sur les forces de l'esprit. Oui, nous vivons une période difficile, où il est toujours question de droit et jamais de devoir, et où la responsabilité, qui est l'once de tout destin, tend à être occultée. Mais je dirais à mon jeune interlocuteur que malgré tout cela, il faut croire à la grandeur de l'aventure humaine. Il faut savoir, jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, rouler son propre rocher. La vie est un combat. Le métier d'homme est un rude métier. Ceux qui vivent sont ceux qui se battent. Il faut savoir que rien n'est sûr, que rien n'est facile, que rien n'est donné, que rien n'est gratuit. Tout se conquiert, tout se mérite. Si rien n'est sacrifié, rien n'est obtenu. Je dirais à mon jeune interlocuteur que pour ma très modeste part, je crois que la vie est un don de Dieu, et qu'il faut savoir découvrir, au-delà de ce qui apparaît comme l'absurdité du monde, une signification à notre existence. Je lui dirai qu'il faut savoir trouver, à travers les difficultés et les épreuves, cette générosité, cette noblesse, cette miraculeuse et mystérieuse beauté éparse à travers le monde, qu'il faut savoir découvrir ces étoiles qui nous guident où nous sommes plongés au plus profond de la nuit, et le tremblement sacré des choses invisibles. Je lui dirai que tout homme est une exception, qu'il a sa propre dignité et qu'il faut savoir respecter cette dignité. Je lui dirai qu'envers et contre tous, il faut croire à son pays et en son avenir. Enfin, je lui dirai que de toutes les vertus, la plus importante parce qu'elle est la motrice de toutes les autres et qu'elle est nécessaire à l'exercice des autres, de toutes les vertus, la plus importante me paraît être le courage, les courages, et surtout celui dont on ne parle pas et qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse. Et pratiquer ce courage, c'est peut-être cela, l'honneur de vivre. C'est le 27 août que s'est ouverte une enquête préliminaire pour déterminer la culpabilité de Madame Bompard. Madame Bompard a beaucoup fait parler d'elle depuis qu'elle a refusé de marier 2 jeunes femmes dans sa mairie de Bolène. Depuis que la loi Taubira a été adoptée par le Parlement et le Sénat, au mépris du peuple français, de nombreux maires ont déjà exprimé leur refus de célébrer les unions civiles des individus de même sexe. Les 2 principaux exemples sont ceux des communes d'Arcang et de Mésanger. Mais à coups de menaces, les élus ont dû céder, soit en officiant eux-mêmes, soit en déléguant à un de leurs adjoints. Ce n'est pas n'importe qui peut débourser 1 000 € d'astreinte tous les jours. Cette fois-ci, la partie s'annonce moins facile, car Madame Bompard, membre de la Ligue du Sud, un parti patriotique et nationaliste, a d'ores et déjà déclaré qu'il était impossible pour elle de célébrer un tel mariage ou de déléguer la tâche à un autre élu. Afin de ne pas être mal comprise, la maire de Bolène a rencontré les 2 jeunes femmes désireuses de se marier. Elle a pu leur expliquer sa vision de la famille, ainsi que les raisons majoritairement morales et religieuses qui l'empêchent de les marier. Elle a rappelé également que la majorité des opposants à la loi Taubira se battent contre la loi et pas contre les homosexuels, contrairement à ce qu'insinue le lobby gay représenté par le collectif LGBT.
Madame Bompard a écrit une lettre au ministre de l'Intérieur pour réclamer l'instauration d'une clause de conscience qui avait pourtant été promise par François Hollande. En effet, il ne peut y avoir de liberté de pensée sans séparation du domaine légal et du domaine moral. Or, si le mariage pour les invertis est devenu légal, ses conséquences à long et à moyen terme pour les enfants et la société sont plus qu'inquiétantes et ne le rendent pas moral aux yeux de tous, bien au contraire. Cette affaire met aussi en avant les dissensions qui règnent au sein du Front National. Marine Le Pen ayant fait savoir juste après le passage de la loi qu'elle supprimerait celle-ci en cas d'élection. Alors que le vice-président du parti, Florian Philippot, a déclaré que Mme Bompard devait se plier à la loi et que l'argument religieux était irrecevable. Ce n'est pas pour rien si ce spécialiste des coups de pub et désormais véritable idéologue du Front National a évité de se rendre aux différentes manifs pour tous. Cela semble être une question de principe. Cette déclaration fait ressortir la position ambiguë qu'a adoptée le Front National concernant le mariage pour tous. Au moment où la manif pour tous battait son plein, la présidente du FN, Marine Le Pen, a refusé de participer au cortège où étaient pourtant les 3 députés du parti, Marion Maréchal Le Pen, Gilbert Collard et Bruno Gollnisch. La constitution de listes aux européennes et aux municipales menée par les leaders de la manif pour tous risque donc d'amenuire les chances du FN de réaliser de très bons scores lors de ces échéances de 2014. Concernant le mariage des 2 femmes, il sera célébré par l'adjointe à la culture de la ville, mais l'enquête sur Mme Bompard reste d'actualité et la menace des 5 ans de prison et des 75 000 € d'amende continue de planer. Quoi qu'il en soit, cette affaire est engagée et risque fort de se transformer en bras de fer entre Mme Bompard et la justice socialiste. Espérons que son attitude face à une loi qui est réprouvée par la majorité des Français inspirera d'autres élus. Car dans un pays où le gouvernement fait arrêter les manifestants pacifiques et pas les délinquants, dans un pays où le gouvernement déclare la guerre pour des intérêts étrangers, dans un pays où le gouvernement est dépassé par les questions d'actualité comme la dette publique ou les retraites, dans un pays où le gouvernement écoute exclusivement les minorités et néglige la voix du peuple, il faut que la réaction vienne de la base pour monter haut. La Syrie devrait être bombardée par la France et les USA, un crime de plus commis au nom de la démocratie et de la liberté. Pourtant, si le droit international autorisait certains à être les policiers du monde, les flottes américano-françaises devraient être au large de Doha. Car qui finance les terroristes islamistes qui ont gazé les populations civiles syriennes, si ce n'est le Qatar? En effet, Hollande et Fabius ont bien vite oublié les arrestations opérées chez leur allié turc, mettant en évidence la fabrication, la détention et désormais l'utilisation d'armes chimiques par leurs petits protégés. Mais la France et les USA se sentent bien seuls. Nous devrions même parler des gouvernements américains et français, car les populations sont contre toute intervention militaire en Syrie, ainsi que l'indiquent de multiples sondages. En Hollandie, de nombreuses voix s'élèvent contre toute intervention, dépassant les clivages politiques. À gauche, si Harlem Désir se couvre de ridicule aux côtés des ministres, les députés comme Alain Tourret ou des sénateurs comme Jean-Pierre Chevènement sont contre. Les souverainistes comme Nicolas Dupont-Aignan ou le Front National y sont opposés. L'UMP est divisé. François Copé y est favorable, plus atlantiste que gaulliste. François Fillon, Premier ministre très russophile, est contre et demande à la communauté internationale d'écouter la position de la Russie. Isolés dans leurs frontières, ces va-t-en-guerre sont aussi sans soutien international. 14 pays de l'OTAN ne retomberont pas dans le panneau de la petite fiole irakienne, dont le Canada, l'Allemagne et l'Italie. Cameron a été désavoué par le Parlement britannique. Si la Turquie a mobilisé ses troupes et ouvert ses bases aériennes, l'Iran a également mobilisé son armée. Mieux encore, le nouvel homme fort de l'Égypte, le général Sissi, dans un étonnant mouvement à la Nasser, a déclaré que l'Égypte respectera ses accords de défense avec la Syrie et ferme le canal de Suez aux navires américains. L'Irak a quant à lui refusé son espace aérien pour tout vol de bombardement sur la Syrie. Israël vend des masques à gaz à son peuple, il n'y a pas de petit profit. La coalition Hollande-Obama n'est non seulement pas suivie, mais elle est aussi contrée par la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a qualifié samedi d'absurdité totale les accusations d'utilisation d'armes chimiques par la Syrie et a appelé les États-Unis à présenter les preuves qu'elles disent avoir d'une éventuelle implication du régime syrien. Les forces syriennes sont à l'offensive et cernent l'opposition dans plusieurs régions. Dans ces conditions, fournir un atout à ceux qui appellent à une intervention armée serait une absurdité totale, a déclaré M. Poutine aux journalistes à Vladivostok. Beaucoup de pays sont aussi scandalisés de voir l'ONU bafouée par 2 membres du Conseil de sécurité, la France et les USA. À quoi servent les experts de l'ONU sur place s'il n'est nul besoin d'attendre leurs conclusions pour raser un pays ?
Ces dernières heures, Barack Obama semble se donner un prétexte pour ne plus y aller, en laissant la décision finale au Congrès. En Hollandie, pas besoin de demander l'avis de l'Assemblée nationale. Petit bonhomme bricoleur a envoyé une frégate. Une seule frégate, c'est à peu près tout ce qu'il lui reste sous la main pour se ridiculiser. Dans les mêmes eaux patrouillent plus de 16 navires russes, des flottes de la mer Noire et de la Méditerranée. Il y en a que cela ferait réfléchir, d'autres non. L'entreprise pétrolière russe Rosneft vient d'être admise à un appel d'offres en Irak pour le gisement de Nasiriyah. L'occasion pour Rosneft d'élargir son champ d'action et d'affirmer son statut central parmi les entreprises pétrolières américaines, européennes et chinoises. Il y a 20 ans, personne n'aurait parié là-dessus et pour cause. La Russie possède aujourd'hui les plus grandes réserves de gaz de la planète, les deuxièmes réserves de charbon et les 7e réserves de pétrole. Mais ces ressources ne furent pas toujours exploitées au mieux et faillirent devenir le monopole de quelques-uns pour leur fortune personnelle. À la chute de l'URSS, le président libéral Boris Yeltsin souhaite une transition vers le capitalisme la plus rapide possible. Il organise des sortes de ventes privées des entreprises russes où seuls ont accès les membres de l'ancienne nomenclatura. Ces derniers font l'acquisition de pans entiers de l'économie russe pour une bouchée de pain. Certains historiens ont même parlé de pillage post-soviétique de l'économie russe. Ces nouveaux riches, appelés communément oligarques, se sont constitués ainsi des fortunes colossales. Tout change à partir des années 2000, avec l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, qui amorce la reprise en main du secteur énergétique russe par le Kremlin. Poutine passe alors un pacte avec les oligarques. Il s'engage à ne pas remettre en cause l'origine de leur fortune, mais eux doivent investir leur argent dans l'économie russe et s'abstenir de toute ambition politique. Parallèlement, l'État russe crée deux géants capables de contrôler le secteur énergétique russe, Gazprom pour le gaz naturel et Rosneft pour le pétrole. Cette politique des champions nationaux a permis au Kremlin de reprendre le contrôle de sa production énergétique. La fusion de ces deux entreprises, qui fut un temps retardée, aura lieu tôt ou tard, Rosneft rachetant petit à petit des parts de Gazprom et élargissant ses activités au gaz et plus. Grâce à cette stratégie et à ces hydrocarbures, la Russie peut désormais étendre son influence. Ces hydrocarbures sont devenus nécessaires au bon fonctionnement du monde moderne, où que l'on soit. Par exemple, la dépendance des pays de l'Union européenne au gaz russe permet au Kremlin d'obtenir une certaine importance dans les relations et les négociations diplomatiques. En 2008, lors de la guerre du gaz opposant l'Ukraine à Gazprom, la Russie a montré sa volonté de retrouver un rôle majeur sur la scène internationale, même s'il faut pour cela utiliser l'arme énergétique, c'est-à-dire couper les robinets. Les ressources énergétiques de la Russie ont permis à celle-ci de garder un certain contrôle sur les républiques gazières d'Asie centrale. Profitant du contexte économique et des prix élevés de l'énergie sur les marchés mondiaux, le Kremlin a su conserver le contrôle de ses ressources énergétiques et mettre la Russie sur les bons rails. Les performances réalisées dans le domaine des hydrocarbures assurent la bonne santé de l'économie russe. On assiste également à la montée en puissance de la Russie sur la scène internationale. Cependant, elle a tout intérêt à résoudre deux problèmes majeurs dans le secteur énergétique. Premièrement, la recherche d'investisseurs, car la recherche de nouveaux gisements a un certain prix, 70 milliards rien que pour explorer les gisements de l'île de Yamal. Deuxièmement, la diversification des voies d'acheminement et de la clientèle. En effet, afin de devenir autonomes, les entreprises russes doivent s'émanciper du marché européen, d'où l'intérêt d'une entreprise comme Rosneft de s'implanter en Irak. Après l'ère Yeltsin, qui avait failli sonner le glas de l'économie russe, la Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, a su reconstruire et reprendre en main son économie en profitant des énormes ressources naturelles de son territoire. N'en déplaise à Washington. Le Salon aéronautique international MAX fête cette année son 20e anniversaire. Lancé en 1993, la première édition aurait eu du mal à convaincre les professionnels que ce rendez-vous rivaliserait avec les salons du Bourget ou de Farnborough. Pourtant, c'est désormais l'un des plus prestigieux salons aéronautiques au monde. On peut bien évidemment y voir toute l'offre aéronautique civile, militaire et spatiale disponible en Russie, mais également des avions de collection ou de démonstration acrobatique. Rappelons au passage que les escadrilles de voltige aériennes sont les seuls au monde à réaliser des acrobaties avec de véritables avions de combat, les autres évoluant sur des avions dédiés à la voltige. Cette 20e édition devrait battre son propre record de fréquentation avec près de 400 000 spectateurs. Anna Karpova, pour La Voix de la Russie, vous présente cette 20e édition.
Cette année, le Salon aéronautique international MAX fête son 20e anniversaire. En 1993, la première édition du salon a eu lieu ici. Aujourd'hui, par exemple, le salon enregistre un nombre record des pays participants, 44. Ayant pris part à l'ouverture du salon, le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a vanté la nécessité de coopération internationale avec les géants mondiaux du secteur, présents à l'aérodrome de Ramenskoye, ce qui permettra d'atteindre le plus vite possible les volumes de production indispensables, aussi bien que la rentabilité des projets en cours. En fait, tout le monde perçoit Max comme une sorte de magicien destiné à réaliser les espoirs les plus audacieux, de nouveaux contrats signés et le cercle des partenaires élargi. Le groupe Safran, fabriquant les propulseurs pour Superjet 100 et l'hélicoptère russe K-52, est prêt à amorcer la fabrication pour la Russie des éléments de l'avionique de 5e génération. C'est vrai que Max représente une opportunité unique pour Safran parce que nous avons déjà des coopérations qui ont été entamées et nous voudrions vraiment transformer ces coopérations avec nos partenaires russes en partenaires stratégiques pérennes. Et c'est pour ça que nous sommes présents et nous continuerons à être présents dans le futur. L'avionneur canadien Bombardier, qui a vendu en Russie il y a un mois 32 avions, semble très surpris d'avoir trouvé le salon russe aussi important et vaste. Le salon Max ressemble beaucoup au salon du Bourget, au salon de Farnborough. Par contre, c'est évidemment la version russe de ces mêmes salons-là. Évidemment, sur place ici, il y a énormément d'appareils de fabrication russe. L'industrie aéronautique russe est très fière de son passé et de son futur. Donc, c'est un salon définitivement qui a une personnalité russe, mais qui est un salon tout à fait international. Il n'y a pas que Bombardier qui est ici. Les grands compétiteurs nord-américains, européens sont également ici. Donc, c'est un salon qui promet un très grand avenir. Pas tous les appareils fournis au MAX sont les avions de demain. Il y a aussi des salutations du passé. Une société aérienne russe a amené Joukovski Farman 4, la réplique d'un avion pour l'entraînement des pilotes russes en 1910. Il s'agit d'un avion unique. En fait, c'est le premier avion que les citoyens de l'Empire russe ont vu en 1910 grâce au célèbre pilote Sergei Utochkin. Il l'a ramené de la France et l'a montré dans toute la Russie. À l'époque, cet avion est devenu un avion d'entraînement pour tous les pilotes russes, à la fois civils et militaires. Or, la différence essentielle de Max par rapport aux autres salons internationaux est son programme de vol, le plus excitant au monde. Et ici, Max est un leader incontesté. Dans le ciel, il n'a pas de concurrent. Le temps nuageux n'a pu empêcher aux pilotes russes de montrer la voltige aérienne. Le programme de vol de la première journée de 11e Max a duré plus d'1 heure. Les hélicoptères K-226 et 1017 ont déplié au-dessus de l'aérodrome de Joukovski le drapeau tricolore russe, tandis que les chasseurs de Sukhoi ont démontré encore une fois leur maîtrise absolue de la gravitation. 3 chasseurs russes de 5e génération T-50 ont effectué mardi leur premier vol en groupe. Et bien sûr, les groupes russes de voltige aérienne Strigi et Ruski Vitezi, ce que veut dire martinet et chevalier russe, ont montré leur art, les seuls dans le monde en exécutant les tours de l'acrobatie aérienne sur les véritables avions de combat. Le salon se déroule toute la semaine. Dès le vendredi, Max est ouvert pour le public. Les organisateurs promettent de battre encore un record. S'il y a 2 ans, 340 000 personnes sont venues voir l'exposition, cette année, on s'attend à recevoir 400 000 visiteurs. Tatiana Rijova, Anna Karpova, Sergei Krychkov pour La Voix de la Russie. Le 22 août dernier, la Russie a célébré la journée du drapeau russe. Décidé par le décret présidentiel de 1994, l'actuel drapeau tricolore a été officialisé le 22 août 1991 par Boris Yeltsin, président de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, à la suite du putsch de Moscou qui avait menacé les acquis de la perestroïka et fait craindre un retour à la dictature. Le patriotisme, ce n'est pas seulement un beau mot, a dit le président Poutine, c'est le respect de son pays et de ses traditions, des valeurs spirituelles de nos peuples.
La résurrection de ce drapeau tiercé en face, comme il se dit en héraldique, ou à 3 bandes horizontales, blanches, bleues et rouges, marquait une avancée dans le sens de la renaissance de la Russie millénaire et moderne à la fois, qui allait se développer sous sa présidence et celle de ses successeurs Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev. Citons dans le domaine de la symbolique d'État national le retour de l'aigle impérial, la restauration du Kremlin et d'ordre de chevalerie antérieur à la révolution communiste. Le nouveau drapeau était en fait celui que Pierre le Grand avait donné à la Russie. Avant lui, la Russie n'avait jamais eu de drapeau. Elle utilisait une représentation du Saint-Georges sur fond rouge, des armes des princes de Moscovie qui avaient dominé le pays jusqu'alors. Elle utilisait également des étendards médiévaux d'inspiration religieuse où voisinaient personnages sacrés, inscriptions en slavon et étoiles aux multiples branches. En témoigne la bannière d'Ivan IV conservée encore de nos jours au Kremlin. De très grande taille, elle symbolise le pouvoir religieux du monarque en représentant l'archange Saint-Michel entouré de saints. Mais un étendard n'est pas un drapeau, et Pierre le Grand décide en 1699 d'en adopter un pour sa flotte, à la manière des nations occidentales. Conçu par un ingénieur nautique hollandais, David Butter, il s'inspire du drapeau néerlandais dont il inverse les couleurs orange, blanc, bleu. En fait, c'est son père, Alexei Mikhailovitch, qui aurait eu l'idée en 1668 de distinguer son pays d'un premier drapeau qui aurait été un pavillon à croix bleue cantonné au 1er et 4e quartier de blanc et au 2e et 3e quartier de rouge. À son exemple, en 1693, Pierre le Grand hisse sur son yacht personnel un drapeau du tsar de Moscou à bande horizontale blanche, bleue, rouge, surchargé d'une aigle héraldique en or. Celui du chef de l'État, celui depuis Boris Eltsine, est à son image. Primitivement destiné à être l'enseigne de la marine marchande russe en 1705, il fut remplacé en 1710 par un drapeau blanc à croix de Saint-André d'azur, bleu, comme enseigne de la marine impériale. Parfois, cette croix de Saint-André a été représentée bleue et associée à la croix de Saint-Georges blanche sur fond rouge. 10 ans plus tard, le drapeau tricolore fut institué pavillon marchand de la Russie. En 1858, Alexandre II ordonna qu'il fût représenté par un drapeau à 3 bandes horizontales noir, jaune, blanc, déclarant en 1865 ses couleurs, couleurs d'État de la Russie. C'est ce drapeau qui flotte sur le palais Catherine de Tsarskoye-Selo. Pourtant, le 7 mai 1883, Alexandre III ordonne d'utiliser le pavillon marchand blanc-bleu-rouge comme drapeau dans toutes les cérémonies officielles à terre, ce que confirma Nicolas à l'occasion de son couronnement en 1896. En 1914 apparut un nouveau drapeau à l'usage privé, inspiré de celui de Pierre, avec près de la hampe un carré d'or chargé de l'aigle impérial, recouvrant une partie des 2 premières bandes horizontales. En 1918, la République socialiste voulant faire du passé table rase avec l'assassinat de la famille impériale, supprimera également leur drapeau pour le remplacer par un drapeau rouge qui subsista jusqu'en 1991. Symboliquement, les 3 bandes sont interprétées ainsi, le blanc pour le tsar, le bleu pour le ciel et le rouge pour le peuple. Plusieurs interprétations ont été faites des couleurs du drapeau tricolore. Par exemple, naguère, on considérait le rouge comme signifiant la souveraineté, la puissance, le bleu, couleur de la Vierge Mère, protégeant la Russie, le blanc, la liberté et l'indépendance. Ces couleurs signifiaient aussi la communauté de la Russie blanche, petite et glorieuse. Aujourd'hui, une interprétation non officielle désigne la bande blanche comme symbole de la paix, de la pureté, de l'innocence et de la perfection. La couleur bleue comme la couleur de la foi, de la fidélité et de la permanence. La couleur rouge symbolisant l'énergie, la force, le sang versé pour la patrie. Boris Tournanov et Anna Karpova reçoivent dans les studios moscovites de la Voix de la Russie Jacques von Polier, directeur gérant de l'usine de montres de Petri Dvorets, la célèbre marque Raketa, marque exceptionnelle de plus de 200 ans. La marque Raketa a survécu à la Révolution, à la Seconde Guerre mondiale, à la Perestroïka et a été capable de produire plus de 5 millions de montres par an, soit autant que la production nationale de la Suisse, le pays de la montre. Elle a été ainsi la plus grande usine horlogère au monde. Si la production a été énormément réduite, la qualité est plus que jamais présente et la marque renaît. Bonjour chers amis, je suis Boris Toumanov et je vous présente
Anne Karpova, ma collègue, et notre invité, Jacques Fontpolier, horloger russo-français ou franco-russe et directeur gérant de la manufacture d'horloges la plus ancienne en Russie, qui date de 1721. Elle a été créée par Pierre le Grand. Et donc, il est directeur gérant de cette entreprise et il essaie de restaurer ou de redorer le blason de cette marque d'horloge qui est Raketa Missile, qui a été créée en 1961 en l'honneur du vol cosmique, du premier vol cosmique de Yuri Gagarin. Monsieur Fontpolier, ma question est très très simple. Ça marche? Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité, parce que cette maison de radio est aussi une vieille maison de radio pour la Russie. Et c'est une maison de tradition. Et il y a beaucoup de points en commun avec notre usine. Notre usine est la plus vieille usine de Russie. C'est pas seulement la plus vieille manufacture horlogère, mais la plus vieille usine de Russie. Et en Russie, c'est pas si facile d'avoir quelque chose d'ancien. Parce que la grande différence entre la Russie et la Suisse, par exemple, c'est qu'en Suisse, il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu de guerre pendant 500 ans. Donc pour les Suisses, avoir Breguet qui a 200 ans d'histoire, c'est très simple. Pour la Russie, avoir une entreprise qui a passé la révolution, qui a passé la blocade de Leningrad, qui a passé pire que tout la perestroïka et la privatisation, c'est pratiquement impossible. Et il y a très très peu d'usines qui restent après tant d'années. Donc, est-ce que ça marche ou pas? C'est une question assez complexe. Ça marche beaucoup mieux. Provocatrice, plutôt. Ça marche beaucoup mieux qu'il y a 10 ans, quand le process de la privatisation a dépecé l'usine. Ça marche à régime beaucoup plus réduit que si on comparait aux années 70. Dans les années 70, l'usine Raketa était la plus grande usine horlogère au monde. Elle produisait 5 millions de montres mécaniques par an. Juste pour comparer, en 2011, la Suisse a produit 5,5 millions de montres mécaniques. Donc c'est une seule usine produisait presque la même chose que ces dernières années, un pays entier qui est spécialisé dans l'horlogerie. Par contre, on a bien l'intention de faire avancer cette usine, on a bien l'intention d'en faire un symbole de la Russie, tout comme la voix de la Russie est un symbole de la Russie. Je pense qu'un pays comme la Russie, qui est dans le top 5 des cultures mondiales, qui a des auteurs qui sont étudiés dans les écoles du monde entier, qui a des écrivains joués dans les salles de concert du monde entier, qui a des scientifiques étudiés dans les écoles du monde entier, qui a des peintres exposés dans les meilleurs musées du monde entier. Je pense qu'un pays comme ça doit se comporter comme un pays dans le top 5 des cultures mondiales. Ça veut dire quoi? C'est quand même très bizarre qu'un pays comme ça n'ait pratiquement pas de marque d'accessoires de mode, de marques connues en Occident. Pratiquement pas. Il y a Kalachnikov, il y a MiG, oui. Et puis ça s'arrête là. Oui. Donc, je vais poser deuxième question provocatrice. Allez-y. Pourquoi? Donc, si j'ai bien compris, vous avez décidé de créer la première marque des montres russes mondialement connue. Alors, oui. j'ai pas décidé de la créer puisqu'elle existe déjà. Oui, mais elle est déjà relativement bien connue. C'est-à-dire Raketa est une marque relativement, alors très connue en Russie. Évidemment, presque tous les Russes ont eu à un moment ou un autre une Raketa, mais très connue à l'étranger aussi. Donc c'est déjà un énorme avantage. Oui. Hein, si vous preniez une marque de zéro, là, les montres Jacques par exemple, vous imaginez le nombre de centaines de millions d'euros qu'il faudrait investir pour qu'elles deviennent connues à ce point-là. Oui. C'est des budgets qu'on n'a évidemment pas. Pourquoi je fais ça? On pourrait demander à Bernard Arnault, le propriétaire de Louis Vuitton, Moët et Chandon, pourquoi dans les années 70-80, il a décidé de reprendre Louis Vuitton. Donc, je pense que c'est inévitable. On parlait de l'aventure, donc on dit que vous avez lancé dans une aventure. Ah, c'est clairement une aventure, c'est une aventure compliquée, c'est un challenge, comme disent les Américains. Clairement, je suis persuadé que la Russie, qui a eu ce rejet de la Russie par elle-même à la chute de l'Union soviétique. Les Russes ne supportaient plus ce qu'il y avait de Russes, ils ne mangeaient plus que des sushis, ils rêvaient d'aller vivre aux États-Unis. Je pense que cette maladie psychologique de société s'est calmée. Maintenant, les Russes recommencent à manger du borsch, ils recommencent à vouloir vivre en Russie, à travailler chez Gazprom et plus chez McDonald's, donc les choses changent.
Et je pense aussi que ces mêmes personnes qui portaient des t-shirts avec inscrit USA, I love USA, aujourd'hui portent des t-shirts avec marqué Russia. Et ça n'a rien de politique, c'est juste les gens n'ont plus honte d'être russes. Qui retrouvent leur identité. Leur identité, ça a été un peu chamboulé dans les années 90 et je peux le comprendre, il n'y a aucun, c'est tout à fait psychologiquement normal. Mais le résultat est que toutes les grandes marques russes ont disparu. Ouais. C'est-à-dire, pendant presque 10 ans, les Russes n'ont acheté rien de russe. Et déjà, c'était pas facile politiquement, déjà, c'était pas facile économiquement, mais si en plus les gens n'achètent rien de russe, toutes ces entreprises qui auraient pu devenir des grandes marques russes sont fermées. Et c'est une chance que Raketa n'est pas fermée. C'est une chance absolue. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui ont disparu, pas que à la privatisation, à la Révolution. Il y a Fabergé qui a disparu. Il y a des grandes marques d'avant la Révolution qui étaient mondialement connues, mondialement reconnues, qui ont disparu. Et se retrouver avec un pays d'une culture aussi puissante sans une seule marque, c'est un problème. C'est pas logique. Donc moi, je parie là-dessus. Je parie sur le fait qu'on va faire de Raketa le Rolex, Louis Vuitton, Hermès russe. Une question qui s'impose après votre exposé, M. Fontpollier. Vous opérez maintenant sur le marché russe exceptionnellement, ou bien vous êtes quand même sorti des limites du marché russe? Pour l'instant, on ne travaille que sur la Russie. Ma philosophie est qu'on ne pourra pas être fort à l'export si on n'est pas fort en Russie. C'est tout à fait logique. Donc, je me souviens de parfums français dans les années 90 qu'on vendait que en Russie. Les Russes croyaient que c'était des parfums qui existaient en France, qui avaient été faits que pour les Russes, et probablement même été fabriqués en Chine. Et quand les Russes ont compris que c'était des parfums qui étaient que pour eux, mais qui n'existaient pas en France, ils ont arrêté de les acheter, ils ont commencé à comprendre que lesquels parfums ont vraiment une tradition française. Et là, je pense que c'est pareil, il faut absolument qu'on se concentre sur la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, 95% de nos clients sont des Russes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On n'a pas de clients pratiquement étrangers. Malheureusement, les touristes achètent des contrefaçons. À Stariarbat, à Ismailovo, il y a que des contrefaçons de Raketa. C'est un vrai problème parce que je pense que la majorité des Raketa vendus sont des fausses. C'est un gros problème parce qu'évidemment la milice ne fait rien, et si on appelle la milice pour dire à Ismailovo il y a des contrefaçons, faites quelque chose, ils disent vous nous payez combien, donc c'est pas forcément efficace. Il y a des choses beaucoup plus efficaces en Russie que la milice, et bon, ça c'est un sujet à part. Pour l'instant, on a aussi envie d'être vendu dans des endroits qui vont monter la marque. Donc on cherche à ne pas être vendu forcément dans les endroits où il y a des matrioshkas de vendus, des poupées russes. On cherche à être vendu dans des endroits où il y a des grandes marques internationales. Donc on va au Tsum, on va chez Podium, on va... Et quel est le prix moyen des montres? Donc qui sont vos clients, à vrai dire? Aujourd'hui, nos clients sont des hommes d'affaires russes, je pense, qui ont eu la période où ils s'habillaient entièrement chez Dolce & Gabbana et chez Versace. Ils ont compris aujourd'hui que c'est un peu ridicule d'être entièrement habillé de Dolce & Gabbana. Ils ont arrêté. Ils ont été à Saint-Tropez, ils ont été à Londres, ils ont peut-être même travaillé un certain temps dans une entreprise étrangère. Ils se sont calmés et ils ont compris que c'est peut-être pas si mal que ça d'acheter la montre de la même marque qu'avait leur grand-père ou qu'avait leur père. C'est pas du kitsch russe, non? C'est pas du tout kitsch. On est très russe. On ne peut pas être plus russe que nous. Notre entreprise a participé à l'histoire russe depuis 300 ans. On est la seule manufacture en Russie qui produit encore des vrais mécanismes horlogers. Toutes les autres ont fermé. Palliot, Slava, toutes ces autres grandes marques russes qui avaient ont totalement disparu, ce qui est dommage parce que c'était des très très grandes marques. Même dans le monde, il y a peu de marques horlogères qui fabriquent vraiment leurs mécanismes. La plupart commandent soit en Asie, soit chez Swatch Group qui fournit tout le monde. Donc voilà. Anna, quels sont les atouts, donc les atouts des montres de Raketa? Pourquoi les acheter? Toutes les montres ont une raison d'être achetées. Donc il y en a qui n'ont pas besoin de montre, qui pensent qu'un iPhone c'est mieux. Et pourquoi pas? Il y en a qui vont aimer une petite Swatch en plastique, mais c'est parce que c'est pas cher, c'est joli, c'est coloré, on peut la changer tous les jours. Il y en a qui vont apprécier quelque chose de compliqué. Dans ce cas-là, il faut aller voir une marque suisse qui est spécialisée dans les choses compliquées.
Et il y en a qui vont apprécier d'avoir un objet qui porte véritablement 300 ans d'histoire russe, qui a véritablement été fabriqué par des ingénieurs russes, qui a été conçu dans une montre. Il y a plus de 200 petites pièces. Chaque petite pièce a été préparée par un artisan. C'est quelque chose de magnifique, ça sert à rien, parce qu'on a un iPhone qui marche tout aussi bien pour montrer l'heure, mais ça a des avantages énormes sur l'iPhone. D'abord, l'iPhone, tous les jours, on a des problèmes parce que la batterie s'arrête. Ouais. Deuxièmement, l'iPhone, dès qu'il y a une goutte de vodka ou d'eau ou de thé qui tombe dessus, il est cassé, ça ne marche plus. Donc il faut le changer. Un iPhone, en moyenne, un an passé, c'est déjà dépassé, on peut le jeter, il ne marche plus, il y a quelque chose qui se passe. Une montre Raketa, c'est étanche à l'eau 50 mètres, voire les nouveaux modèles 200, 400 mètres. C'est prévu pour que ça marche pendant 60, 70 ans, voire plus. Nous, on a des clients qui portent nos montres depuis 1961, elles marchent toujours. Et il n'y a pas besoin de recharger électriquement. Donc ça a quand même des vrais avantages concrets par rapport à la vague de la nouvelle technologie. Maintenant, clairement, la montre est un accessoire dont on n'a plus besoin parce qu'il y a l'heure partout. Jusqu'à l'arrivée du téléphone mobile, on avait besoin d'une montre. On avait besoin d'une montre pour aller à un rendez-vous. On ne sait même plus ce que c'est qu'un rendez-vous. Avant, on se donnait rendez-vous à la statue Pouchkine. On attendait une demi-heure, la personne ne vient pas, on ne savait pas quoi faire, partir, attendre, aller à une cabine téléphonique pour essayer d'appeler. Donc, à cette époque-là, une montre était indispensable. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de montre parce qu'on se donne plus ou moins rendez-vous. On se retrouve à Moscou la semaine prochaine, on s'appellera et tout se passe bien. Donc, c'est beaucoup moins précis. Enfin, la vie d'un individu qui est sans arrêt connecté avec son environnement social n'a plus forcément besoin d'une montre mécanique. Avez-vous pu enregistrer la réaction du consommateur russe à la réapparition de la montre Raketa sur le marché russe? Alors, c'était pas gagné d'avance, c'est-à-dire les... Oui, c'est ce que je... et c'est toujours pas gagné d'ailleurs, on a encore beaucoup de travail avant de pouvoir affirmer qu'on a réussi. C'est un challenge complètement fou. Reprendre une usine qui fabrique quelque chose d'extrêmement compliqué, avec pratiquement pas de budget, pratiquement pas d'investissement, et aller en concurrence avec Rolex, avec Breguet et des marques comme ça, qui ont énormément d'argent, qui sont extrêmement puissants, qui font des produits extrêmement bons, c'est pas gagné. Mais c'est un challenge que j'aime bien. Au début, quand on a commencé, la plupart des gens étaient relativement sceptiques devant la complication du projet, devant l'utopie du projet, puisque c'est quand même quelque part un petit peu utopique. Aujourd'hui, avec le temps qu'avance, les personnes qui nous soutiennent, les journalistes qui nous invitent pour discuter de notre affaire, tout commence à aller un petit peu mieux. On a des magasins luxueux qui nous ont pris, c'était pas facile, parce que quand on va dans un magasin comme le Tsum, où il y a des grandes marques, les grandes marques se plaignent, elles veulent pas être à côté d'une marque chinoise, d'une marque quelque chose, ils font des complications. Donc il a fallu convaincre ces gens-là, et ces gens-là nous soutiennent. Ces gens-là ont finalement accepté qu'on soit vendu. Et donc les choses avancent véritablement bien. Les 3 dernières années, donc ça fait 3 ans qu'on commercialise la nouvelle collection, tous les ans on a une croissance de 100%. Donc c'est quand même pas mal. Mais quand on part de presque zéro, c'est pas si dur d'avoir une croissance de 100%. C'est considérable quand même, bien. Oui. Anna. Ainsi que j'ai compris, donc je répète ma question. Je réponds pas aux questions, c'est ça que vous voulez me dire. Je fais comme les politiciens, oui, j'écoute poliment la question. Il y a une année, vous avez dit que vous cherchez un investisseur pour développer vos projets. Donc avez-vous réussi et avez-vous... Alors j'en profite pour être dans une entreprise gouvernementale entièrement financée par le gouvernement. Nous on a 0 soutien du gouvernement. C'est même pire que ça puisque l'armée russe se procure des montres fabriquées en Chine et des montres fabriquées aux États-Unis. On essaye de les convaincre pour que ça change parce que c'est pas vraiment normal. Donc moi pour l'instant c'est personnellement moi qui finance le projet et quelques amis qui nous soutiennent. Donc c'est un projet qui coûte cher. C'est un projet qui a besoin d'argent. On est très économe, on ne fait pas de publicité parce qu'on n'a pas d'argent pour la publicité. On fait très peu de marketing parce qu'on n'a pas d'argent pour le marketing. On n'a pas ouvert nos propres magasins, etc. etc. Et évidemment, un financement aiderait à accélérer le processus. On peut continuer comme ça, puisqu'on se débrouille bien comme ça, et on fait déjà beaucoup de choses sans argent. On en ferait encore plus avec un peu d'argent. C'est assez dur de convaincre les gens. J'étais assez surpris de la difficulté de convaincre des investisseurs.
Les oligarques russes qui claquent en moins d'une semaine à Saint-Tropez le budget qu'on aurait besoin sur 5 ans ne répondent même pas au téléphone. Donc, je pense qu'il n'y en a pas un seul qui a même répondu à nos lettres, parce qu'évidemment on a écrit à tout le monde. Donc ça prouve le désintéressement de ces hommes d'affaires qui ont fait leur fortune grâce à la Russie et qui dépensent tout à l'étranger. Moi je sens aucun soutien de ce côté-là. Du côté politique, on a des soutiens moraux, ce qui est déjà bien. C'est mieux que pas, mais pas financier. On a certaines personnalités russes qui nous soutiennent aussi moralement, ce qui est bien. On a des personnes assez connues comme Natalia Vadianova qui a décidé gratuitement de nous soutenir et de prêter son image à l'usine, ce qui est fantastique. Et évidemment, ce serait bien si on trouvait d'une façon ou d'une autre un investisseur qui permettrait d'accélérer le processus de redressement de l'usine Raketa. Eh bien, merci, M. Fampollier. Je vous rappelle, chers amis, que vous avez assisté à une interview de M. Jacques Fampollier, qui s'occupe, disons, de la promotion de l'horloge russe Raketa, et qui date du XVIIIe siècle, finalement. Donc, je vous souhaite bonne chance dans la promotion de cette montre, parce qu'il s'agit du patrimoine non seulement russe, mais européen aussi. N'oublions pas que c'était quand même les Européens qui étaient venus, sur l'invitation de Pierre le Grand, établir cette fabrique. Anna Karpova et Boris Tumanov, au revoir, et restez à l'écoute de la Voix de la Russie. Merci beaucoup. Ainsi s'achève notre édition. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain. Suivez l'actualité sur le site de Voix de la Russie et n'oubliez pas que l'heure la plus sombre précède toujours l'aurore.